Je mets en place le diaporama. Et voici donc le programme de cet après-midi. Un très bref rappel sur le contexte législatif et les indicateurs pour qu'on ait bien tous ensemble le même vocabulaire. Une présentation succincte des enjeux généraux de la conduite d'opération sur une opération E+C-, et un focus méthodologique par phase, donc en détaillant la phase de programmation avec l'analyse des esquisses sur un éventuel concours, la phase conception APS-APD, le suivi du pro et du DCE, le chantier et la réception. Donc pour démarrer, bref rappel des bases de l'expérimentation. On a un vocabulaire commun, on va souvent réutiliser les acronymes, donc il me semblait important de les rappeler. E+C-, énergie positive, bas carbone ou réduction carbone. L'ACV, c'est bien l'analyse du cycle de vie. Le PEP, le profil environnemental produit, qui permet de caractériser les données environnementales des équipements. Les FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui caractérisent les données environnementales des matériaux et produits de construction. Et la DVR ou DVT, durée de vie de référence, durée de vie théorique, qui nous permet donc de calculer l'impact sur un cycle de vie de bâtiment d'une durée théorique estimée à 50 ans par rapport aux durées de vie théoriques qui peuvent être données produit par produit. Le contexte législatif, il est global, on l'avait présenté, notamment la loi Grenelle, la loi de transition énergétique et quelques précisions sur la loi Elan. Ce qu'on veut en retenir, c'est surtout ce caractère d'exemplarité des bâtiments publics qui avait été présenté déjà dans le décret du 21 décembre 2016 et l'arrêté du 10 avril 2017. Donc ça fait déjà un moment que c'est en vigueur et qui demande donc que toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État fassent preuve d'exemplarité énergétique et environnementale, sous-entendu un niveau E3, C1, plus deux autres critères concernant déchets de chantier ou choix des matériaux pour la qualité sanitaire de l'air ou leur performance environnementale. Bien sûr, chaque fois que cela est possible, ce qui donne une certaine marge de manœuvre pour l'appliquer ou non, mais le législateur laisse finalement la responsabilité du choix et l'importance quand même de se poser cette question, au moins au démarrage, de comment faire pour éventuellement rendre ce possible d'atteindre le niveau E3-C1 à minimum. E3-C1, donc, rappelle également les indicateurs du référentiel, un indicateur énergie appelé le bilan BEPOS pour le moment, avec 4 niveaux énergie, donc le niveau énergie 1 étant le moins performant, l'énergie 4 le plus performant, et un nouvel indicateur donc, sur l'impact carbone du bâtiment, l'indicateur EGES pour les émissions de gaz à effet de serre, qui nous donne d'un côté les émissions de gaz à effet de serre globales du bâtiment, avec 2 niveaux, carbone 1, carbone 2, et celui plus précisément sur les produits de construction et équipements, qui doivent être tous les deux inférieurs au niveau maximum, et ce sur 4 contributeurs, donc le chantier, l'eau, l'énergie et les produits de construction et équipements. Les enjeux généraux de la conduite d'opération, maintenant, si on s'intéresse à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que intégrer l'ACV à son opération, c'est aussi mettre en place une nouvelle méthodologie de travail entre les différents acteurs qui vont être tous mobilisés dans le processus. La maîtrise d'ouvrage est bien sûr le chef d'orchestre qui va être appuyé très largement par l'architecte et généralement mandataire de la maîtrise d'œuvre, mais aussi par l'ensemble des acteurs qui ont tous un rôle à jouer, puisqu'on est quand même sur différentes compétences pour réaliser l'analyse de cycle de vie des projets, puisqu'on doit détailler élément par élément, éléments de structure, éléments de VRD, équipements, ascenseurs, fluides frigorigènes. Donc, l'ensemble vraiment des parties au projet sont concernées. Importance aussi de faire un lien avec le coût de l'opération, bien sûr, avec un certain détail intégré dans les libellés des CCTP et des DPGF. Donc, de l'importance d'avoir un lien performant avec l'économiste et puis après avec les entreprises et les fournisseurs pour qu'en phase chantier, on soit bien assuré que les produits qu'on avait évalués pendant la phase conception et déterminés au moment de la consultation des entreprises sont bien ceux qui sont mis en œuvre sur le projet. Donc, on a bien des compétences multiples à mobiliser.
Quelques données fondamentales, en fait, pour bien réaliser ce calcul ACV, d'abord, c'est d'avoir des données d'entrée qui sont strictement récupérables. Donc, il nous faut des quantitatifs détaillés, c'est l'essentiel, puisqu'on se rappelle de la formule, on multiplie en fait les éléments du bâtiment par leurs données environnementales et éventuellement le taux de renouvellement pour avoir l'impact environnemental du bâtiment. Donc, ce quantitatif est essentiel et les quantités doivent correspondre aux unités fonctionnelles, c'est-à-dire aux éléments qui sont précisés dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire ou dans les PEP, comme étant la référence donc, du service rendu par le produit qu'on est en train d'évaluer. Donc, sous-entendu, les forfaits ne sont pas exploitables. Et on a une piste d'automatisation quand même assez rassurante avec le BIM qui nous permet d'extraire plus simplement les métrés et notamment les métrés sur les différents corps d'état. Autre élément important de facilité de réalisation de cette étude ACV, c'est une répartition par lot qui correspond à celle du référentiel, puisque le référentiel propose une répartition par lot qui lui est propre pour faire une évaluation comparative et qui appelle à un peu plus d'homogénéité justement sur la rédaction des différents lots pour permettre de bien se repérer dans l'ACV. Le choix de la donnée environnementale est également essentiel car il a un impact très fort sur les résultats. On a différents types de données environnementales que l'on va pouvoir étudier. D'abord, les FDES et les PEP, qui sont les données environnementales spécifiques à un produit émises par un fournisseur, un fabricant sur son produit. Il y a aussi les configurateurs qui permettent d'éditer des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont vraiment ciblés sur notre projet. Donc, il y a des configurateurs notamment sur les aspects structurels pour le béton, le bois, l'acier. Il y en a 2 qui sont en réflexion actuellement pour les matériaux biosourcés et aussi le lot CFO-CFA. Donc, on est voilà, sur des petites calculatrices supplémentaires qui permettent d'affiner un peu ces éléments. La troisième possibilité, si nous n'avons pas donc, de FDES individuelle ou collective ou de configurateur, c'est d'utiliser les données environnementales par défaut, appelées aussi MDEGD, qui sont fournies par le ministère sur des bases statistiques et qui sont volontairement majorées, aussi bien pour avoir une dimension de variabilité entre les produits, une dimension de sécurité et une dimension d'encouragement à produire des données environnementales spécifiques. Enfin, éventuellement, l'élément n'est pas modélisé, alors il faudra faire une déclaration au ministère et ou aux industriels pour obtenir ces données environnementales. C'est de moins en moins le cas. On l'a rencontré en début d'expérimentation, mais c'est de moins en moins le cas. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que, vous allez le voir donc, sur ce graphique, pour l'exemple de la fenêtre aluminium, si on utilise une MDEGD, on est grosso modo à un peu plus de 50 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher sur la durée de vie théorique du bâtiment de 50 ans. En prenant une FDES collective, on descend déjà à 37 et sur une FDES individuelle, on peut atteindre 22, c'est-à-dire réduire de près de 2,5 fois l'impact environnemental en connaissant spécifiquement le process du fabricant présenté dans le cadre de sa FDES. Donc, le choix de la donnée environnementale est essentiel. Se pose sur ces questions méthodologiques la question de quand faire la CV. En effet, quand on se lance dans cette démarche plus c'est moins, on va avoir tendance à vouloir tout de suite s'assurer qu'on peut atteindre tel niveau, et notamment les niveaux carbone qu'on maîtrise moins. Est-ce que je vais pouvoir fixer ce fameux niveau C2? Est-ce qu'au moins je peux atteindre le niveau C1? Alors, il y a des éléments qu'on va pouvoir fixer en programmation par intérêt ou par volonté, mais on ne pourra pas réaliser la CV au moment du programme, bien sûr, étant donné qu'on n'a pas encore les métrés. En phase esquisse, c'est très compliqué de pouvoir s'engager sur ces niveaux-là. Donc, quand on demande un calcul ACV en phase concours, on sent que c'est assez compliqué. Et on voit donc eh bien, des marges de manœuvre qui se réduisent, bien sûr, au fur et à mesure de l'opération, concernant la possibilité de changer les éléments constructifs qui permettraient de maîtriser l'impact sur les produits de construction et équipement, mais aussi, du coup, une plus grande facilité à réaliser cet ACV.
Donc, au fur et à mesure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des leviers d'évitement qu'on va pouvoir travailler plus finement et donc qu'il faut avoir surtout une réflexion sur ces postes les plus importants en amont, notamment avoir plutôt une réflexion structurelle à certains moments et plutôt sur les différents détails au fur et à mesure. Donc, se poser les bonnes questions au bon moment. Alors, si on rentre dans le détail justement de ces différentes étapes, la première étape, c'est la phase de programmation, c'est même le montage de l'opération. Donc, qu'est-ce qu'on a pu identifier comme bonne pratique, aussi bien dans le cadre de l'expérimentation, de nos échanges que de nos travaux respectifs en tant que bureau d'études? D'abord, c'est qu'au niveau même de votre organisation de maître d'ouvrage, ce qui est important, c'est de bien recenser les compétences en interne sur ce sujet pour déterminer dans quelle mesure vous avez déjà d'autres projets similaires peut-être tenus par des collègues pour pouvoir échanger les informations, si vous allez avoir besoin ou pas d'une assistance à maîtrise d'ouvrage externe, et surtout de pouvoir déjà sensibiliser en interne comme en externe les acteurs aux enjeux énergie-carbone pour, par exemple, se fixer strictement ces objectifs de E3C1 pour l'exemplarité des bâtiments publics. En phase de faisabilité, l'analyse environnementale de site va être importante car elle va nous permettre d'avoir les premières données de cadrage du projet qui peuvent nous faire déterminer si un niveau C2 est atteignable déjà ou pas. Le dimensionnement de la parcelle aussi, qui peut avoir un impact sur le lot VRD, évalué encore pour le moment, mais qui va probablement être abandonné à terme. Et puis, les éventuels réseaux énergétiques disponibles et autres contraintes techniques en fonction de votre typologie de bâtiment. Puis en programmation, on rentre sur une première phase d'optimisation des besoins avec la concertation des usagers, mais surtout l'idée d'avoir un dimensionnement juste de notre projet qui va bien sûr dans le sens de l'économie de la construction et où on retrouve ce lien entre économie de la construction et impact environnemental, puisque, je le répéterai plusieurs fois, j'aime beaucoup cette formule, moins on en met, moins on émet. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir fixer donc, les enjeux énergie-carbone et déterminer justement dans les différentes phases d'études quels sont les rendus qui vont être attendus par les différentes parties au projet pendant toute la phase de conception, notamment la maîtrise d'œuvre, mais aussi ensuite les entreprises. Alors, quelques exemples. Avant tout, donc, dans le programme, ce qu'on va chercher à intégrer, c'est une présentation des enjeux en matière de performance énergétique et carbone, ce qui vous permet de présenter en fait votre politique énergétique et environnementale et de donner des premières indications sur les objectifs par contributeur. On se rappelle les contributeurs, chantier, eau, énergie, produits de construction et équipement. On va aussi regarder plus précisément les éléments demandés à la maîtrise d'œuvre avec éventuellement l'intégration de tableaux de bord de suivi pour affiner la prise en compte notamment du choix des matériaux ou de la performance énergétique. On vous a mis un exemple de texte à intégrer dans un programme avec quelques focus. L'objectif, c'est bien de limiter l'impact environnemental et sanitaire, dans l'idée éventuellement de valoriser les filières courtes de matériaux, en tout cas les filières vertueuses, regarder éventuellement le diagnostic démolition, même s'il n'est pas pris en compte stricto sensu dans le calcul E plus C-, si on peut réutiliser des matériaux sur site, c'est toujours ça de moins à comptabiliser dans les éléments qui sont mis en œuvre sur notre projet. Et puis, les études qui vont être demandées phase par phase. Alors, comment fixer le niveau à atteindre? Quelles sont les questions à se poser? Eh bien, il y a certaines contraintes spécifiques qui vont faire que l'atteinte du niveau C2, par exemple, va être peut-être plus compliquée. Alors, ce niveau-là, d'ailleurs, n'est pas tout à fait maîtrisé et les niveaux sont potentiellement en train d'évoluer au travers de l'élaboration du référentiel RE 2020. Mais déjà, les premières statistiques qui sont issues du programme OBEC nous permettent d'orienter plus clairement les grands principes qui permettent justement son atteinte ou sa non-atteinte. Et donc, certaines contraintes à avoir en tête, notamment, est-ce qu'on est sur une zone sismique particulière avec des enjeux structurels importants? Les enjeux de sécurité incendie, potentiellement, en ERP, quel est le système qui va être privilégié, quel est son impact environnemental potentiel.
L'orientation et les protections solaires qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on va réussir à avoir une orientation optimisée, à minimiser les protections solaires rapportées au profit de protections solaires architecturales qui seront peut-être moins consommatrices en carbone? Le choix des revêtements intérieurs, est-ce qu'il va falloir intégrer le mobilier au bâti? Parce que dans ces cas-là, on va forcément rajouter des éléments à comptabiliser, donc des éléments émetteurs, et puis de voir quelles sont les opportunités de raccordement ou pas à un réseau de chaleur étroit, de sources d'énergie renouvelable mobilisables sur le site, et éventuellement de mise en œuvre de solutions de type pompe à chaleur ou climatisation qui risquent d'intégrer la mise en place de fluides frigorigènes qui auront un impact supplémentaire. La question également de la production photovoltaïque sera à se poser. Un élément que je voulais vous présenter, c'est les limites de la CV à garder toujours en tête. Il y a des précautions à avoir dans la mesure où la base Ignace est en constante évolution et que les résultats qu'on obtient à une étape sont susceptibles d'évoluer sensiblement. Donc, avec des postes à toujours garder en tête pour avoir une vigilance tout au long du projet sur l'atteinte du niveau carbone. Dans le volet programmation, bien sûr, on se focalise sur les enjeux E+, C-, notamment si on reste sur l'optique de cette arrêté exemplarité des bâtiments publics, qui peut être aussi encadré par des reconnaissances externes. Donc, il y a bien sûr le label E+, C-, qui est facultatif, proposé par les organismes certificateurs, mais il y a aussi d'autres labels et démarches environnementales qui peuvent élargir le scope et vous permettre de rentrer encore plus dans une démarche vertueuse qui peut correspondre aussi à votre politique environnementale. Donc là, je vais passer vraiment très rapidement sur les différents labels qu'on a tenu quand même à vous présenter. Ça vous permettra d'avoir cette base de données. On voulait vous présenter donc notamment Effinergie qui va focaliser surtout sur le niveau de performance énergétique. C'est là où on va retrouver le premier niveau de bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire le BPOS Effinergie 2017, qui correspond en fait au niveau énergie 3. Le niveau énergie 4, qui est théoriquement le véritable bâtiment à énergie positive, puisqu'il tient compte aussi des usages mobiliers en plus des usages réglementaires pour calculer la compensation parfaite avec la production d'énergie renouvelable, est considéré BPOS+ au niveau d'Effinergie. Dans une autre optique, il existe aussi le label BBCA pour les bâtiments bas carbone qui lui focalise plus sur l'enjeu carbone, puisque l'enjeu énergie, c'est énergie 1 simplement, mais avec différentes exigences carbone potentiellement renforcées. On remarquera qu'ils sont restés sur le niveau carbone 1, le niveau carbone 2 étant quand même encore très, très difficilement maîtrisable. Un autre label, le label bâtiment biosourcé, qui nous encourage sur le choix des matériaux plus biosourcés. Donc là, on est un peu au-delà de l'évaluation carbone stricte, puisque aujourd'hui, concrètement, les matériaux biosourcés, comme on a pu le dire dans le premier webinaire, ne sont pas forcément valorisés par les calculs réalisés sous format FDES et sous la méthode ISO 1440. Une autre démarche environnementale, dans ces cas-là plus globale, c'est la démarche bâtiment durable Occitanie, qui va intégrer ces exigences donc de niveau E2, E3, E4 et l'atteinte du niveau C1, mais comme une valorisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des prérequis, mais elle permet donc d'avoir ces éléments comme des éléments de valorisation supplémentaires, en plus d'une démarche environnementale globale. Une opportunité de financement, si vous êtes sur un dispositif véritablement innovant, c'est le dispositif NOWAT, donc porté par la région Occitanie, où on est sur le respect d'un taux minimal d'incorporation au bâtiment de matériaux biosourcés, d'avoir aussi une réflexion sur potentiellement la frugalité du bâtiment, sur la prise en compte des usagers, l'assistance à maîtrise d'usage, sur la dimension poétique également de votre bâtiment. Un dispositif en tout cas qui peut vous permettre de rentrer dans cette démarche d'énergie positive et de maîtrise de l'impact carbone de votre bâtiment avec des opportunités de financement, mais un dispositif en pleine évolution dont nous attendons bien sûr avec impatience les résultats pour le lancement de la prochaine étape. Nous en avons terminé avec la phase de programmation et maintenant que notre programme est établi, nous allons pouvoir consulter des équipes de maîtrise d'œuvre et dans le cadre, par exemple, d'un concours, on a pu leur demander justement,
leur indiquer, par exemple, qu'on est sur une démarche d'exemplarité avec un niveau E3C1 à atteindre. Et finalement, ce qu'on va leur demander, le plus simplement, c'est déjà de définir le système constructif pour voir un peu quelle va être l'enveloppe, l'impact de système constructif par rapport à notre indicateur EGES-PCE. Et puis d'avoir une analyse plutôt qualitative des enjeux. Un précalcul sur ratio est réalisable, mais il demande vraiment un travail très important. Or, je pense que ce qu'il faut se rappeler, avant tout, c'est que l'ACV n'est qu'un critère parmi tant d'autres. Et je suppose que vous le savez bien mieux que moi, en phase concours, ce n'est pas l'ACV qui va compter sur le choix du lauréat. Donc, de l'idée d'avoir vraiment une approche qualitative qui soit pertinente, d'autant plus pertinente que grâce au programme OBEC, on a suffisamment de bases de données statistiques pour asseoir notre réflexion, et que vous aurez probablement différentes affinités aussi au niveau de la performance recherchée, notamment quant au choix des matériaux. Donc, une illustration qu'on vous propose sur une analyse qualitative des esquisses, c'était sur l'aspect matériaux, de mettre en avant les points forts qui vont nous permettre de cadrer justement l'obtention d'un niveau carbone maîtrisé, et les points faibles, les éléments qui, à contrario, risquent d'être pénalisants. Ça nous permet de prendre en compte la problématique, d'avoir des premiers choix constructifs déjà analysés et arrêtés au regard de l'impact carbone. Et surtout, au moment de l'esquisse, ce qui va être important, c'est de vérifier que la compétence ACV a bien été identifiée dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et valorisée, au sens que les honoraires suffisants ont été prévus pour permettre un réel suivi, notamment quand on est dans une démarche de labellisation ou quand on est sur une démarche carbone un peu élevée. Un autre exemple d'illustration pour l'analyse qualitative des esquisses, c'est cette analyse multicritère pour avoir justement toujours en tête que finalement, le volet carbone, c'est le premier pas pour l'intégration d'une dimension environnementale à l'appréciation réglementaire des bâtiments et que ce n'est qu'un critère parmi tant d'autres. Donc là, sur cet exemple d'analyse multicritère, on avait à la fois les matériaux et l'énergie qui se rapprochent surtout du E+C-, mais ne pas oublier qu'à ce stade, eh bien, les exigences en termes de confort visuel, de confort d'été et autres, selon les différents niveaux qu'on a pu fixer en phase programmation, sont extrêmement importants et à valoriser tout autant. Voilà pour ces premiers enjeux amont. Je vais pouvoir laisser la parole à Eduardo pour prendre le relais sur le suivi des bonnes pratiques en phase conception. Oui, alors donc juste le temps que je repartage l'écran correctement. Voilà. Qui vous permet à tous de souffler après ce contenu dense tenu en 30 minutes top chrono. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, c'est là, partagé, voilà. Hop. Alors, j'ai juste pas calé mon diaporama sur la bonne table, donc je vais vous le refaire en accéléré, en inter, voilà. Donc, passer cette étape donc, de choix de la maîtrise d'œuvre et d'une esquisse, on était sur des exigences ou des choix qui étaient, donc, comme vient de le dire Laetitia, qui étaient plus qualitatifs. Et quand on va rentrer dans l'étape de conception, on va commencer à rentrer dans le détail donc, de la conception réelle du projet, on va affiner les différents choix et on va rentrer dans quelque chose qui va commencer à être plus qualitatif, plus quantitatif plutôt, justement en termes de calcul sur la CV, sur les différentes performances du bâtiment. Donc au fur et à mesure des différentes phases, APS, APD, on verra après qu'est-ce que ça devient sur les étapes suivantes. On va pouvoir, au niveau de l'ACV, donc les équipes de maîtrise d'œuvre vont pouvoir vous rendre au niveau de l'ACV du bâtiment, des études d'énergie et des ACV, des choses qui seront plus précises. Donc, en APS, on va pouvoir commencer à avoir des quantités sur plan. On aura commencé à affiner ou en tout cas à orienter les grands choix de matériaux. Et donc, ça peut permettre de commencer à présenter un premier calcul.
et affiner un petit peu les choix techniques et affiner un petit peu le seuil qu'on peut viser. Et puis, au fur et à mesure que la conception évolue, à l'APD par exemple, les choix sont un peu plus définitifs. Donc là, on va pouvoir mettre à jour la CV selon les évolutions du projet, commencer à avoir des métriques de plus en plus précis. Et là, il va rester quelques paramètres qu'on pourra optimiser, mais encore une fois, comme l'a dit Laetitia tout à l'heure aussi, vous imaginez bien que plus on avance dans la conception, plus les choix en fait se referment finalement. Et également, les leviers d'évolution, les leviers de progrès sur l'impact carbone se restreignent. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'APD, a priori, que tout d'un coup, on va changer, on va choisir de repasser d'une structure bois à une structure béton, ou inversement. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance, les évolutions se feront de plus en plus à la marge. Donc, on aura des sensibilités à quelques paramètres, mais ça devient de plus en plus restreint. Et donc, on va finir par figer le niveau. En termes énergétiques, on aura aussi un premier calcul à fournir, qui est le calcul du BBO pour le permis de construire. Ça continue d'exister en RT 2012. Dans la démarche plus, c'est moins. On verra si ça continue d'exister pour la RE 2020. Et on peut éventuellement fournir la première étude complète énergie plus carbone, avec un fichier RS2E, qui est donc le récapitulatif standardisé énergie-environnement. Donc c'est le récapitulatif standardisé études thermiques plus sa partie environnementale, qui doit être déposé à l'APD ou au PRO, mettons, si on participe à l'expérimentation en plus et moins au niveau du site de l'observatoire. Alors, pour cette phase-là, ce qu'on se propose de vous montrer en termes d'illustration, c'est de rentrer un petit peu dans le détail d'une étude ACV, pour que vous voyez un petit peu plus en détail ce qu'elle comprend et la manière de la monter. Alors, on voulait vous parler quand même un petit peu avant de rentrer dans l'ACV de l'énergie, même si c'est vrai que c'est un sujet qu'on traite, enfin, que vous pouvez traiter depuis plusieurs années. Les grands principes sont conservés entre ce qui existe en RT 2012, ce qu'on a pu tester dans E+, C-, et a priori dans ce qui va venir sur la RE 2020. Les grands principes de conception, en tout cas, pour nous, sont conservés. C'est-à-dire que pour obtenir un bon résultat en termes de performance énergétique à la fin, il faut toujours s'y prendre de la même manière. Et cette manière, généralement, elle est déclinée en 3 étapes qui sont issu ou inspiré en tout cas par la démarche Negawatt par exemple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est passé maintenant un petit peu dans la pratique courante de tout bureau d'études, qui est donc de décliner d'abord un effort sur la sobriété, donc un bâti simple, des formes simples, de la compacité, une bonne orientation, profiter du soleil, profiter du climat. Ensuite, jouer sur l'efficacité, à la fois une efficacité de l'enveloppe avec des matériaux isolants, une bonne inertie, une bonne étanchéité à l'air, des systèmes efficaces également. Choisir les équipements les plus efficaces pour limiter les consommations au maximum. Et puis, une fois qu'on a bien travaillé sur ces 2 étapes en amont, après voir quelles sources d'énergie renouvelable on peut éventuellement mobiliser pour couvrir l'ensemble de ces consommations résiduelles. Et l'ordre, en fait, a une importance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par les énergies renouvelables, sinon on ne s'en sortira jamais. Donc ça, c'est quelque chose que les bureaux d'études maintenant intègrent dans leur approche. On part de l'enveloppe au début, puis on regarde les systèmes, puis on regarde les énergies renouvelables. Et cette démarche continue à s'appliquer. Ce qui a changé, donc, c'est au niveau de l'expérimentation plus c'est moins, c'est la grille de résultats, les critères d'évaluation et les seuils à atteindre. Donc les 4 seuils, énergie 1, 2, énergie 3, énergie 4, sont ceux de plus c'est moins. On a parlé un petit peu mardi. Comme je vous l'avais dit mardi, les 2 premiers seuils sont vraiment des efforts relativement faibles par rapport à la RT 2012. Vous voyez, en résidentiel, on est à moins 5, moins 10%, sur du bureau, du tertiaire, moins 15, moins 30% par rapport à la RT 2012, sachant que dans certains cas, les seuils RT 2012 étaient fixés un petit peu bas. L'énergie 4, c'est le bâtiment à énergie positive au sens strict, donc c'est celui qui va produire plus d'énergie que ce qu'il en consomme, tous usages confondus, donc celui-là est vraiment difficile à atteindre, même si certains projets y arrivent. Et donc, il nous semble que le focus doit être mis, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé dans le cadre de l'exemplarité des bâtiments publics, c'est de viser un niveau énergie 3. Je suppose, enfin là encore, les arbitrages sont en cours, mais ce qui viendra sur la RE 2020 sera probablement de cet ordre-là aussi.
Donc un niveau qui va nécessiter un gain relativement un peu plus ambitieux par rapport à la RT 2012 sans aller jusqu'à un bâtiment énergie positive au sens strict. Donc, vous voyez là par exemple en bureau on a 40% de réduction par rapport à un bâtiment strictement RT 2012 plus un recours à au moins 40 kWh d'énergie renouvelable par mètre carré par an. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir du photovoltaïque. On peut éventuellement y arriver en utilisant du bois énergie, par exemple, ou un réseau de chaleur avec un bon contenu en énergie renouvelable. Mais donc, une réflexion quand même à avoir sur le vecteur ou sur de la production. Donc, les résultats qu'on vous présentera en termes d'énergie, ils vont continuer à ressembler ici sur la gauche à ce que vous aviez habituellement. Donc, un BBO, par exemple. Alors là, vous avez l'exemple du résultat énergie sur une école. Alors, c'est une école qui est à Juvignac. Certains doivent la connaître, ceux qui sont dans la région. Elle a été citée plusieurs fois. C'est une école qui était très performante, une enveloppe très performante, de la construction en bois très isolée, peut-être un peu moins compacte peut-être que si elle avait été sur plusieurs niveaux, un peu étalée au niveau compacité, mais une enveloppe très performante, donc qui lui permet d'avoir un BBO, vous voyez, qui est à 33% par rapport au BBO max. Des systèmes énergétiques assez performants aussi, un système avec du solaire thermique, notamment, y compris pour le chauffage des classes, qui est assez innovant, avec de la pompe à chaleur en appoint, voilà, qui permet, vous voyez, un CEP très largement en dessous de l'exigence réglementaire. On est à CEP moins 38%. Et donc ça se retranscrit en termes de niveau énergie au sens de plus et moins, oui, ça se retranscrit par un niveau énergie 2. Donc on est ici, vous voyez, bien en dessous du niveau énergie 2. Alors on ne serait pas loin du niveau énergie 3. Il y a pas de, je souligne qu'il n'y a pas de production photovoltaïque dans ce projet-là. C'est un projet qui n'a pas été conçu avec des lunettes plus C-, il a été conçu avant le démarrage de l'expérimentation. S'il avait été conçu aujourd'hui, peut-être que le maître d'ouvrage aurait fait un petit effort pour produire un petit peu d'électricité renouvelable, par exemple, et arriver au niveau énergie 3. Mais vous voyez qu'on voit bien que ce niveau énergie 3 a demandé quand même un effort important sur l'enveloppe et des équipements très performants, vous voyez, pour aller quand même largement au-delà des niveaux réglementaires. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le petit rappel énergie, et donc on va essayer de passer un petit peu plus de temps sur la partie carbone, hein, pour essayer de vous donner un peu de matière aussi sur ce que contient cette étude. Donc on l'a expliqué plusieurs fois, donc l'ACV c'est vraiment étudier les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du bâtiment. Concrètement, ça se concrétise donc par justement l'étude de 4 étapes. On a une approche en fait qui est modulaire. On va découper en fait les impacts entre 4 étapes. Alors il y en a une qui est un petit peu optionnelle ici, et 4 contributeurs. Donc les 4 étapes, ça va être la phase de production, la phase de construction. Donc la production, c'est la fabrication de mes matériaux de construction dans les usines, la phase de fabrication de mes équipements techniques. La construction, c'est le chantier en lui-même. Ensuite, on va utiliser le bâtiment pendant une durée de vie qui est comptée à 50 ans ici dans le cadre de cette approche-là. Et puis, on va considérer la fin de vie également, que le traitement de fin de vie des matériaux, la démolition et le traitement fin de vie, recyclage ou enfouissement ou incinération ou autre. Et on a aussi la possibilité de compter donc une 5e étape finalement qui est en fait au-delà du cycle de vie, qui va permettre de valoriser alors 2 choses, le recyclage éventuel de certains matériaux de construction. Donc si vous avez certains matériaux comme tous les aciers, aluminium, etc., tous les métaux qui ont des très forts potentiels de recyclage, le fait de recycler ces matériaux, quelque part, ça va éviter de fabriquer un nouveau matériau, et en fait, ça, vous pouvez en valoriser une partie dans le cycle de vie de votre bâtiment. Voilà, c'est normalisé, hein, il n'y a pas de bonus excessif, mais c'est possible. L'autre chose qui peut être valorisée, c'est si vous avez une installation photovoltaïque sur votre bâtiment qui va produire plus d'électricité que ce que vous en consommez sur place, il y a une partie de l'électricité qui peut être exportée vers le réseau. Là aussi, cet export va permettre d'éviter de fabriquer une nouvelle électricité par les centrales nucléaires et autres du pays. Et donc, du coup, vous allez valoriser quelque part cette production propre depuis votre parcelle. Donc ça, c'est comptabilisé dans le plus et moins. C'est là où il y a une différence avec ce qui va venir en RE 2020, où a priori, l'export ne sera plus valorisé. Et ensuite, donc, on découpe en 4 contributeurs dont on a parlé plusieurs fois déjà. Les PCE, hein, produits de construction et équipements, les consommations d'énergie pendant la phase d'utilisation, les consommations et rejets d'eau pendant la phase d'utilisation et le chantier. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacun.
par la suite. Là, juste, je rappelle les indicateurs. Donc, comme je vous disais aussi lors du webinaire de mardi, on fait une ACV complète qui est une ACV multicritère, c'est-à-dire qu'on va calculer les impacts environnementaux, les impacts sur plusieurs aspects de l'environnement. Il y a 7 à 18 impacts qui sont calculés. L'impact sur le réchauffement climatique, l'eutrophisation, l'acidification de l'air, consommation d'énergie, les consommations d'eau. Enfin, il y a vraiment de très nombreux indicateurs, mais dans le cadre de cette expérimentation et donc de la future réglementation, le focus est mis sur un seul indicateur qui est le carbone. Et on l'étudie donc avec 2 sous-indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre globales sur le cycle de vie et donc sur tous les contributeurs, sur les 4, PCE, chantier, eau, énergie. Et il y a un deuxième sous-indicateur qui est donc les émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois-ci en regardant que les produits de construction et équipement, que les PCE. Et donc de niveau carbone 1, carbone 2, on l'a dit plusieurs fois aussi, carbone 1 déjà relativement difficile à atteindre finalement quand on fait une étude vraiment complète, et carbone 2 qui est vraiment beaucoup plus complexe. Donc si je regarde le détail des contributeurs, donc le premier contributeur, on l'évacue assez rapidement, c'est le contributeur eau. Donc pour ça, là c'est l'impact de la mise à disposition de l'eau potable pour votre bâtiment pendant les 50 ans et l'assainissement de toutes les eaux usées qui vont sortir de votre bâtiment pendant 50 ans. Quand on regarde les résultats qu'on a obtenus, on se rend compte que l'impact carbone de ce contributeur-là, c'est inférieur à 1%, voire quelques pourcents sur certains projets. Donc c'est vraiment pas un contributeur qui est très important. Pour le calculer, néanmoins, on a besoin de connaître le nombre d'occupants du bâtiment. On utilise un ratio, voilà, quel est le nombre de mètres cubes d'eau consommés par personne et par an. Donc ça va rentrer en ligne de compte. Si vous avez des surfaces végétalisées qui doivent être arrosées aussi, l'eau d'arrosage est aussi prise en compte. Le type d'assainissement aussi, bien sûr, que vous allez utiliser pour pouvoir calculer l'impact de cet assainissement, selon que vous êtes en collectif, en non collectif éventuellement, même si c'est très rare. Et la gestion des eaux pluviales. Et si éventuellement vous avez de la récupération d'eau de pluie, vous pouvez aussi le valoriser. Et certains usages spécifiques qui ne sont pas comptés dans le ratio peuvent être aussi pris en compte. C'est vraiment des cas particuliers. Donc, un contributeur relativement faible qui nécessite des informations qu'on trouve relativement facilement. Ensuite, deuxième contributeur, le contributeur chantier. Là aussi, un impact relativement faible, quelques pourcents tout au plus du total des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, pour le coup, connaître les impacts environnementaux du chantier, c'est plus compliqué. Ce qu'on prend en compte, ça va être les consommations électriques et en eau du chantier, la grue, la base de vie notamment, et tout ce qui va concerner les consommations en carburant des machines qui vont permettre de faire l'excavation des terres et les transports pour évacuer ces terres et éventuellement l'impact du traitement de ces terres. Donc là, on utilise la plupart du temps en fait, une approche qui est par ratio, où en fait, on va simplement indiquer la durée du chantier, en disant la durée du chantier, les mois d'été et les mois d'hiver. Et en fait, le calcul prend en compte un ratio de consommation d'énergie et de consommation d'eau par mois. Ça, c'est ce qu'on fait en étape amont, parce que bien sûr, on ne peut pas savoir en amont qu'est-ce que va consommer le chantier. Par contre, après coup, si éventuellement il y a eu un suivi complet des consommations énergétiques et d'eau du chantier, bon, ce n'est pas forcément évident à faire dans tous les cas, mais il peut y avoir certains chantiers avec des démarches chantiers propres vraiment poussées qui permettent de faire ce suivi complet. Là, éventuellement, on pourra rentrer après coup, du coup, dans le calcul, les consommations réelles également. Voilà. Donc, soit une approche par ratio, soit les consommations réelles si on a fait le suivi, mais retenez également que c'est un contributeur qui a un poids relativement faible, quelques pourcents tout au plus. Ensuite, le contributeur énergie. Donc celui-là, ça va être les consommations énergétiques du coup sur toute la durée de vie du bâtiment, sur les 50 ans. Alors son poids est variable pour le coup. Si vous avez des bâtiments qui sont très performants en termes d'énergie, vous pouvez descendre jusqu'à 5% du total des émissions de gaz à effet de serre. Et sur des bâtiments où on aurait une performance un peu moins forte, et notamment aussi dans le cas où on va utiliser le gaz comme vecteur énergétique pour le chauffage et l'eau chaude. Le gaz est un vecteur du coup qui a un contenu CO2, des émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure utilisé, qui est un peu plus fort, enfin qui est plus fort que l'électricité et que les autres vecteurs. Du coup, dans ces cas-là, vous risquez d'avoir un poids de la partie énergie qui va augmenter un peu, et du coup, mécaniquement, il faudra faire un peu plus d'efforts sur le reste pour satisfaire les exigences. Donc voilà, là les données sont connues. Au niveau du calcul, c'est vraiment simple parce qu'on va récupérer simplement les résultats de l'étude énergétique. Donc la sortie du calcul énergie, du calcul RT finalement actuel, est reprise directement dans le calcul carbone. On utilise les mix, enfin les contenus CO2 de chaque vecteur
et on obtient du coup le poids carbone de ce contributeur-là. Donc ça nécessite bien sûr d'avoir fait l'étude d'énergie avant. Et enfin, le dernier morceau qui est le plus important, pour ceux qui avaient vu peut-être aussi des résultats, et puis en fonction de ce qu'on a vu précédemment, vous voyez qu'il reste entre 55 et 90% des impacts des émissions de gaz à effet de serre qui sont liés aux produits de construction et équipements. Et donc là, pour ça, il faut connaître de manière détaillée les caractéristiques des différents matériaux de construction, des différents équipements. Il faut connaître leur quantité. Et on va devoir ranger ces quantités dans différents lots et sous-lots. Hein, c'est assez codifié. La liste des éléments à modéliser est disponible dans le référentiel. Hein, c'est quelque chose d'assez long. Et à chaque fois, donc, à partir de cette quantité, on va associer une quantité d'un élément à une donnée environnementale qu'on sera allé chercher dans la base IGNES. Et à chaque fois, donc, on va multiplier cette quantité par l'impact environnemental, par un taux de renouvellement éventuellement. Si un produit a une durée de vie plus courte que la durée de vie de 50 ans du bâtiment, il va être remplacé un certain nombre de fois. Et ça va me donner l'impact de mon produit. Et ainsi de suite, en faisant la somme sur tout le bâtiment, on a l'impact global des produits de construction et équipements du bâtiment. Donc là, il y a deux enjeux majeurs, hein, j'en ai parlé, je crois, mardi déjà. Avoir les bonnes quantités, donc importance d'avoir des maîtres. Donc ça, évidemment, au fur et à mesure de la vie du projet, évidemment, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à faire la CV à l'esquisse, c'est parce qu'on n'a pas de maîtres précis à l'esquisse. Plus on avance dans la PS, dans la PD, plus on va avoir des quantités qui pourront être précises. Et du coup, des quantitatifs qui vont être de plus en plus exploitables. Et après, il y a tout un travail pour faire correspondre cette quantité à ce qu'a déclaré le fabricant dans sa fiche de déclaration environnementale, ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Un béton, par exemple, vous allez avoir une fiche pour un mètre linéaire de longrine en béton. Si vous avez les mètres linéaires, ça va. Vous pouvez avoir aussi dans vos descriptifs des mètres cubes, par exemple, des mètres cubes pour les poteaux et pour tous les poteaux béton et toutes les poutres du bâtiment. Mais peut-être dans la base IGNES, il y aura des fiches qui seront en mètres linéaires de poutres, en mètres linéaires de poteaux. Donc là, il y a toute une gymnastique là, du bureau d'études qui doit faire ces conversions sans se tromper de préférence pour arriver à faire correspondre. Voilà. Et puis bien sélectionner la donnée environnementale qui est pertinente. On a vu tout à l'heure le schéma qu'a montré Laetitia sur le processus de sélection. C'est très important de prendre la fiche qui modélise au mieux ce qu'on a effectivement en œuvre dans le bâtiment. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on obtient un résultat qui va ressembler à ça. Alors vous voyez, vous allez retrouver ici, alors vous avez deux résultats ici. On trouve le résultat en carbone de l'école dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'école de Juvignac, avec son résultat, donc les deux indicateurs EGES, les émissions de gaz à effet de serre totales, et ici, juste à côté, les émissions de gaz à effet de serre sur les produits de construction et équipement. Donc là, on voit bien du coup la part des PCE, vous voyez ici, qui est quasiment la totalité par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et pour atteindre le niveau carbone 1 ou carbone 2, donc on doit se placer soit en dessous de la barre carbone 1 ici, soit en dessous de la barre carbone 2 qui est là. Donc, pour les émissions de gaz à effet de serre, et il faut aussi les respecter pour les émissions de gaz à effet de serre sur les PCE. Donc ce projet-là, par exemple, il est carbone 1 parce qu'il est en dessous de la barre ici, et il est carbone 1 parce qu'il est en dessous de la barre carbone 1 ici également. Il faut bien être des deux côtés. Il se rapprocherait presque de la limite carbone 2 ici, mais il en est encore assez loin ici sur celle-là. On a comparé ce projet-là à un autre projet qui est un autre groupe scolaire qu'on a étudié dans le cadre de l'OBEC sur Marseille cette fois-ci. Vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes résultats. Vous voyez, en termes d'émissions de gaz à effet de serre global, on était à 1100 kg équivalent CO2 par mètre carré d'SDP, 1110, et ici on est à 1189, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et donc sur les PCE, sur les produits de construction et équipements, 985 dans ce cas-là, 1047 dans ce cas-là. Voilà. Ils sont tous les deux carbone 1. Vous voyez, celui-là est un petit peu plus limite au niveau carbone 1. Voilà. Alors dans le détail, si on va regarder la composition et un peu essayer d'expliquer un petit peu ces résultats par comparaison entre ces deux projets, on va voir c'est intéressant parce que c'est deux projets qui ont des approches de conception complètement différentes et qui arrivent finalement en carbone à des résultats assez proches. Dans les deux cas, je l'ai dit tout à l'heure, les produits de construction et équipement représentent 90% de l'impact, donc très majoritaire. Vous voyez, l'énergie est plutôt faible. Ce sont des bâtiments qui sont plutôt performants et qui ont des systèmes énergétiques finalement qui sont similaires. Le contributeur eau, vous voyez, on ne le voit même pas. Le petit trait bleu, là, voilà, c'est tellement faible. Dans le cas des groupes scolaires, les consommations d'eau sont relativement faibles et donc elles n'apparaissent pas. Le chantier est un petit peu plus impactant ici sur l'école de Marseille, mais vous voyez, c'est pas énorme non plus, mais on voit quand même une petite différence entre les deux. On avait une parcelle beaucoup plus contrainte. On est sur Marseille, là, dans
dans un nouveau quartier, une urbanisation nouvelle, là, le quartier Euromède, avec une parcelle très contrainte, avec du coup beaucoup de déblais à évacuer, un centre de tri plus éloigné, alors qu'on est sur Juvignac, sur quelque chose de plus simple en termes de parcelles. Et donc voilà, les PCE majoritaires. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant, si vous le voulez bien, sur le détail de ces PCE, de ces produits de construction et équipement, en regardant la répartition par lot. Et alors c'est là où on voit du coup, là, on voit la différence majeure entre les deux conceptions, c'est qu'on a donc en Occitanie un bâtiment qui est un bâtiment en ossature bois, une superstructure en bois, isolation boîte de cellulose, menuiserie extérieure bois alu, voilà, du bardage bois, fibrociment et acier, un sol PVC, il y a du photovoltaïque. Et par contre, à Marseille, vous voyez, on est sur quelque chose de complètement différent. On a une structure en béton isolée avec du polystyrène, des menuiseries alu, du béton brut en pierre, du sol PVC et un ascenseur. Voilà. Donc, vous voyez, en termes de mode constructif, on est complètement différent. Les lots techniques ont été saisis de lots techniques, dont les équipements techniques qui sont relativement similaires finalement entre les deux bâtiments ont été saisis là en lot forfaitaire et là en lot détaillé. Alors forfaitaire, ça veut dire comme on a peu de données dans la base INES, enfin à l'époque en tout cas où cette étude a été faite, il y avait peu de données dans la base INES pour saisir les équipements techniques. Du coup, on avait la possibilité de choisir une valeur forfaitaire pour l'ensemble du lot. Voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de données, donc on va pouvoir se passer de ces lots forfaitaires. Les deux modélisations sont en taux de complétude. Alors, je pourrais rentrer dans le détail de ce que veut dire ce taux de complétude, mais qui est similaire. Ça veut dire qu'on a considéré que 63% des lignes du DPGF, on avait trouvé une donnée environnementale pour 63% des lignes du DPGF. Voilà. Ce n'est pas un taux de complétude qui est très très élevé. La ligne de DPGF n'est pas forcément toujours très représentative aussi du poids carbone. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu laisser de côté certaines lignes du DPGF qui étaient des tout petits éléments, une petite couvertine, un petit élément très ponctuel dans le bâtiment qui a un poids carbone très très faible. Donc voilà, c'est en tout cas des choses qui sont relativement comparables. Et donc, si on regarde un petit peu les répartitions, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, ici au niveau des premières comparaisons, c'est le lot VRD. Vous voyez toute l'adaptation à la parcelle. Sur cette parcelle de Marseille, malgré le fait que ce soit plutôt une petite parcelle dans un environnement très urbain, très, très dense, il y a quand même eu des mouvements de terre et des interventions sur la parcelle qui ont un poids qui est, vous voyez, relativement important par rapport à l'approche là sur Juvignac où on a quelque chose de plus simple en termes d'approche parcelle. Vous voyez qu'au niveau fondation aussi, il y a une différence majeure. On a des fondations profondes sur pieux avec longrines, des dalles portées fortement ferraillées ici dans l'école de Marseille, alors qu'on a des fondations beaucoup plus simples qui étaient pourtant semi-profondes avec des puits, hein, mais beaucoup moins profonds que les pieux qui ont été faits sur Marseille. Donc vous voyez que là, l'adaptation à la parcelle, enfin l'adaptation au sol en tout cas, fait l'objet vraiment d'une différence majeure. Il y a de bonnes chances que dans la future RE 2020, il y ait une modulation spécifique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va probablement donner le droit à des bâtiments à émettre plus de carbone si on considère qu'ils doivent s'adapter à une parcelle à un sol qui est plus compliqué à gérer. Donc ça, vous aurez probablement quelque chose qui permettra de moduler ça. Ensuite, si je regarde la superstructure, on voit, alors si on prend superstructure ici, couverture par exemple, les façades, donc le vert, le violet, le orange, vous avez quelque chose qui est un peu plus large ici, un peu plus en superstructure, un peu moins en superstructure ici, un peu plus en superstructure là. Donc on est sur du béton ici, alors que là on est sur du bois. Donc on voit un petit gain sur le bois, et pourtant je pense que ce gain pourrait être encore plus fort, parce il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que selon le type de données environnementales qu'on va utiliser, on l'a dit aussi plusieurs fois je pense déjà, mais selon le type de données environnementales que vous utilisez, vous allez avoir ou pas des pénalités, notamment si vous utilisez beaucoup de données par défaut. Et généralement, dans les premières études qu'on a fait, quand on était sur la construction bois, on avait peu de fiches déclarées par les fabricants encore. Et donc, on était obligé de prendre des données par défaut qui sont pénalisantes. Et du coup, ça ne valorise pas autant que ce qu'il faudrait, finalement. Cette étude-là, je pense, ne valorise pas autant ce qu'il faudrait la construction bois et certains isolants biosourcés. Notamment, il y avait une fibre métisse, là, je crois, qui était utilisée, qui est des tissus recyclés. Alors que de ce côté-là, on a affaire à des matériaux qui sont des matériaux plus industrialisés, hein, du béton, du polystyrène. Et bien sûr, dans ces filières-là, ces filières sont plus avancées en termes de production de données environnementales et en fait, on valorise vraiment au mieux leurs produits avec des fiches individuelles ou collectives.
Donc, vous voyez que ce gain qu'on a ici sur la structure bois par rapport à une structure béton, il pourrait être même encore un petit peu plus fort si on faisait l'étude aujourd'hui, parce qu'il y a encore plus de données disponibles aujourd'hui. Voilà, autre différence. Alors après, je ne vais pas passer tout le détail, mais autre chose que je voulais faire apparaître, c'était ici le poids des ascenseurs, par exemple. Vous voyez qu'on est ici sur une école qui a plusieurs niveaux avec des ascenseurs, donc vous voyez que c'est un poids qui n'est pas forcément négligeable non plus. On l'a de ce côté-là, on ne l'a pas de ce côté-là, et inversement, de ce côté-là, on a du photovoltaïque, alors qu'il n'y en a pas de ce côté-là. Voilà. Donc, vous voyez que du coup, inversement, on a quelque chose qui est différencié entre les deux côtés. Et l'un dans l'autre, vous voyez qu'on arrive à un résultat qui est relativement proche. Celui-là est un petit peu plus fort. Voilà, donc ces études-là, voilà pour cet exemple-là, ces études-là, elles vont vous être remises au fur et à mesure de l'évolution des projets avec une sensibilité qui pourra faire apparaître, du coup, mettre en valeur ou pas certains choix constructifs, certains choix de matériaux. Et une autre sensibilité importante, ça va être la complétude, en fait, c'est-à-dire la connaissance que l'équipe de maîtrise d'œuvre a à un instant T de son projet. Et cette connaissance étant évolutive au fur et à mesure des phases du projet, c'est ce qu'explique un petit peu ce schéma-là. Plus on va avancer, plus on va bien connaître son projet. Et donc, vous voyez que dans une certaine mesure, vous allez voir des résultats APS, APD, Pro en carbone qui vont augmenter, en fait, au départ. Et puis, il y a aussi le type de données qu'on va utiliser. Donc, si on voulait être vraiment extrême, en fait, tant qu'on ne connaît pas les produits qui vont être mis en œuvre par les entreprises, on ne devrait pas utiliser du tout de fiches spécifiques. On devrait utiliser que des données par défaut. Dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on fait. On utilise des fiches spécifiques en amont parce qu'on sait qu'il y en a qui couvrent très largement le marché français, donc on peut sans souci les utiliser. Mais en tout cas, on va passer d'un stade où on utilise beaucoup de données spécifiques, beaucoup de données par défaut au début, à des étapes après, on verra aussi tout à l'heure dans la partie réalisation et réception, on va pouvoir, une fois les matériaux validés et éventuellement mis en œuvre, on va pouvoir vraiment valoriser les fiches qui ont été produites par les entreprises si elles l'ont été. Donc du coup, ça risque de donner un poids carbone qui va ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il va augmenter, 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 avec un seuil en fait qui se trouve aux alentours de la phase pro, c'est-à-dire le moment où on connaît le plus de détails sur le bâtiment, mais où on n'a pas encore plus valorisé les produits réellement mis en œuvre. Voilà. Et puis généralement, en phase travaux et en phase réception, ça va se détendre de nouveau. Donc il y a tout un enjeu ici pour le bureau d'études, et je pense pour vous, maître d'ouvrage, dans la lecture aussi, ou les demandes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos équipes de maîtrise d'œuvre, qui est si on vise un niveau donné, de voir comment est-ce que le bureau d'études va anticiper un peu cette évolution des résultats et peut vous sécuriser éventuellement l'atteinte de ce niveau avec des études un peu de sensibilité sur le choix des données, etc., qui devraient être faites. Voilà, donc pour cette partie-là, j'en ai terminé. Et ensuite, on peut peut-être discuter justement de ce qui se passe à cette étape-là ici, qui est une étape importante, c'est le pro, c'est la consultation des entreprises. À cette étape-là, justement, le bureau d'études a en tête une vision globale de tout l'impact carbone de son bâtiment. Il connaît aussi les postes les plus impactants en termes de carbone, hein, on l'a vu un peu dans la répartition tout à l'heure par l'eau. Donc, pour justement arriver à sécuriser le niveau qu'on arrivera à avoir à la fin, il y a besoin de demander aux entreprises des garanties, des exigences sur les impacts environnementaux des produits qu'ils vont mettre en œuvre. Et alors là, forcément, on arrive à la question de comment est-ce qu'on fait ça concrètement, est-ce que c'est possible en marché public, etc. Et donc, pour ça, je crois que c'est Laetitia qui doit vous en parler normalement. C'est ça. Je reprends la parole. Et le partage d'écran. Donc, nous avons passé avec brio l'étape de la conception. Nous avons réussi à faire notre calcul ACV et à obtenir un niveau carbone satisfaisant. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous assurer qu'on est capable de le tenir dans le temps. Donc, sur la phase donc, de ProDCE, on va finaliser notre ACV pour bien s'assurer du calage du niveau carbone retenu, notamment en intégrant les performances environnementales souhaitées dans les CCTP. On regardera également à la suite les éléments qu'on peut analyser pour la cohérence entre les offres des entreprises et les objectifs visés. Donc, la question, je suppose, que vous vous posez tous
à ce moment-là, c'est « mais peut-on intégrer les critères environnementaux dans les marchés publics ?» Eh bien oui, c'est possible. En tout cas, c'est ce que nous avait partagé l'avocate Maître Gilles Fourier au colloque de Toulouse où nous l'avions invitée. Colloque de Montpellier d'ailleurs, pardon, et où elle nous avait donc détaillé certains éléments. Donc d'abord, un cadre réglementaire existe pour permettre l'intégration de ces critères environnementaux. C'est la directive donc des marchés de l'UE de 2014 avant tout, qui permet donc de promouvoir les aspects environnementaux des différentes opérations dans les consultations et qui autorise la demande des écolabels. Il y a également la loi TECV qui demande une certaine exemplarité énergétique et environnementale de la maîtrise d'ouvrage public. Ce cadre réglementaire, donc, nous dit même que ce n'est pas on peut le faire, mais on doit le faire. On doit intégrer ces critères environnementaux pour encadrer les marchés publics avec plus d'efficacité environnementale. Bien sûr, l'essentiel, ça va être de rester dans le respect des grands principes. Donc, je suppose que vous les connaissez bien mieux que nous, mais voilà, de liberté d'accès, de principe d'égalité de traitement, de transparence sur l'ensemble des critères qui vont être fixés, d'avoir un niveau de performance aussi tel qu'encadré dans justement le cadre réglementaire proposé et de respecter théoriquement l'allotissement, mais hors cadre spécifique type MPGP ou autre cadre particulier. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces critères environnementaux et des bonnes pratiques qu'on a pu retenir, ce qui est fondamental pour permettre donc d'intégrer ces critères environnementaux dans vos consultations, c'est de déterminer finement les besoins et l'objet du marché, sous-entendu du marché de travaux. Donc, c'est d'être extrêmement clair dans le détail de rédaction des clauses techniques environnementales dans le cahier des charges et aussi dans le critère d'analyse de la valeur technique, avec des exigences fonctionnelles, des exigences de performance et des spécifications techniques. L'atteinte d'un label peut faciliter la définition justement de ces exigences et de ces niveaux de performance qui a un niveau de reconnaissance supplémentaire du fait du cahier des charges validé dans le cadre du processus d'accréditation du label. Et plus tard, le respect de la RE 2020 sera un critère également suffisant pour vous permettre d'encadrer justement le critère environnemental dans le cadre des marchés publics. Ça va nécessiter ce travail donc de détermination fine des besoins et de l'objet du marché, une certaine collaboration supplémentaire entre les services pour bien s'assurer qu'on a bien dimensionné les enjeux d'entretien, de conduite d'opération, les marchés, les utilisateurs. Avoir donc notamment une bonne discussion entre le service de la commande publique et les chargés d'opération, mais aussi, pourquoi pas, le service énergie selon le type de collectivité dans lequel vous êtes. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour libeller ces marchés. Donc, avoir des pièces qui sont bien déterminées en fonction des besoins. Ce n'est pas des clauses types, il n'y a pas de grande vérité sur les clauses. Bien sûr, on va retrouver des éléments dont on va parler tout de suite après, mais il faut vraiment que ce soit associé à notre besoin. Donc, qu'à chaque fois, ce soit bien libellé sur telle opération, je le prends en compte de telle manière. Bien sûr, donc de faire figurer la performance recherchée dans les CCTP et de se dire que cette performance environnementale, elle peut être un critère ou un sous-critère de la valeur technique. Même, elle doit l'être quelque part à partir du moment où on l'a intégrée dans les CCTP comme un critère environnemental de choix. Elle doit être aussi un critère de valeur technique et donc de l'analyse. Alors, l'intérêt aussi de l'exigence d'un label, c'est que ce qu'on n'a pas le droit de faire dans tous les cas, c'est d'imposer la provenance. Donc, par exemple, on avait discuté du bois des Alpes à un moment donné. Il n'est pas possible de demander cela sans avoir un label. Alors maintenant, justement, le label bois des Alpes, ça passait. Enfin, voilà. Vous ne pouvez pas demander un matériau local ce qui n'a pas été labellisé. Et ce que vous pouvez faire, c'est demander ce label, mais aussi, bien sûr, un équivalent qui puisse ouvrir.
suppose que vous connaissez cette formule par cœur. Un autre élément qui est assez intéressant, moi j'avoue que sur le coup ça m'avait beaucoup étonné, il est possible tout simplement d'avoir un critère unique d'analyse de vos offres. Alors on a bien vu que le critère ACV n'est pas le seul critère, mais il serait possible aujourd'hui d'abandonner le critère prix et d'abandonner le critère valeur technique au profit d'un critère unique de performance environnementale, en fait un critère unique de coût du cycle de vie. Donc, qui est une approche globale avec une méthode de calcul qui doit être définie et donnée par l'acheteur, qui vous demande un travail spécifique. Et vraiment, dans le cas où vous seriez motivé, c'est possible. Pour essayer d'approfondir encore la prise en compte potentielle de cet enjeu environnemental dans vos marchés publics, il est bien possible donc d'exiger une FDES ou un PEP. C'est possible d'imposer cette présence, mais dans la mesure où il n'y a pas de contre-indication dans le texte ni de jurisprudence de recours aujourd'hui et où l'entreprise est en droit de proposer une évaluation environnementale équivalente. On va également soulever la question, bien sûr, de pouvoir obtenir cette FDES s'il ne l'a pas à ce moment-là, dans des délais réalistes et à des coûts réalistes. Alors, la question du coût des FDES a déjà été posée sur le fameux anglais Q et R. En effet, les FDES ont un coût puisqu'elles doivent être réalisées par l'industriel ou le fabricant, soit lui-même, soit avec l'aide d'un consultant. Même si c'est lui, ça va lui coûter en temps, donc potentiellement, ça a déjà un premier coût. Et dans tous les cas, elle doit être vérifiée par une tierce partie indépendante, donc avec le coût d'intervention du consultant, le cas échéant. Il y a une FDES à éditer par type de produit. Donc, sous-entendu, vous avez un isolant de 5 cm avec une résistance de 2,5. Vous allez pouvoir en éditer une pour lui. Et puis après, pour le modèle avec la résistance de 3, vous allez éditer une autre FDES. Pour le 3,5, une autre FDES, etc. Donc, autant de FDES que de typologie de produits, donc que d'unités fonctionnelles, que de services rendus. Donc, le coût peut en effet augmenter en fonction. Alors, il ne va pas être multiplié puisque une fois que vous avez finalement votre base de réflexion et notamment votre base quantitative pour évaluer la performance, vous allez pouvoir le reproduire. Mais en tout cas, c'est bien cela qu'il faudra mettre en avant si vous souhaitez exiger une FDES. Il faut que la demande soit proportionnée. Donc, il y a l'objet du marché. Typiquement, si on est dans une démarche plus et moins, dans une démarche RE 2020 ou dans un label particulier, ça va être possible, mais de vérifier que c'est possible à obtenir. Alors, il est aussi possible de fixer un seuil maximum d'émissions de gaz à effet de serre, aussi bien sur votre lot que sur l'opération dans sa globalité. L'avantage potentiellement de le faire sur un lot, c'est de pouvoir le découper par rapport au lot du référentiel et par rapport justement au lot que vous avez pu identifier dans votre étude ACV, qui vous permet notamment, quand vous savez qu'il y a certaines données qui peuvent être fluctuantes, typiquement les FDES et les PEP ont une durée de validité de 5 ans. Donc, si vous êtes en fin de durée de validité et que vous craignez pour la mise à jour de votre FDES, eh bien, vous le mettez en valeur. Ou à contrario, si vous mettez en œuvre un produit qui ne dispose pas encore de données environnementales et que d'un coup il apparaît, tous ces éléments-là, vous allez les recenser en amont pour voir quels sont les risques sur votre impact carbone identifiés en phase DCE et qui vont nous nécessiter une vision plus fine sur l'impact environnemental de ce lot en particulier. C'est ce qui va nous permettre de justifier que nous mettons en place un seuil maximum d'émissions de gaz à effet de serre. Il faudra aussi avoir des éléments de suivi, donc prévoir par exemple dans le suivi de chantier un rapport intermédiaire de suivi de l'ACV pour justifier que ce critère que vous aviez demandé et que vous avez analysé au moment de la contractualisation avec les entreprises, vous le suivez au fil de l'eau et pas uniquement à réception. Et il faut donc bien sûr être restrictif en fonction de l'objet de votre marché, mais de conserver cette fameuse mention ou équivalent.
voilà pour ces éléments. Donc, vous avez le texte qui est présenté ici et j'espère que c'était suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, sinon, le cas échéant, pour qu'on puisse compléter en parallèle. Alors, donc, dans le DCE, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le service de la commande publique pour intégrer les critères dans les CCTP, il y a aussi des éléments qu'on va chercher à mettre en place pour nous faciliter le suivi en phase chantier et l'encadrement de l'engagement des entreprises tout au long de cette phase chantier, notamment lors des propositions de modification de produits. Donc, par exemple, fournir un tableur qui permet de recueillir l'ensemble des données nécessaires à la CV. Donc, là, vous voyez, lot par lot, un détail des éléments sensibles qu'il va nous falloir bien vérifier, et notamment en indiquant quels sont les éléments dont nous avons besoin, la fiche fabricant, la FDES, les métrés, comment les exprimer et les dimensions qui seront à fournir. Toujours dans l'idée qu'il faut respecter l'unité fonctionnelle de la donnée environnementale qui est prise en compte. Intégration donc, des exigences au DCE, quelques exemples. Ce qu'on a le droit de faire, c'est par exemple en faisant référence à une démarche de reconnaissance ou de label telle que la démarche bâtiment durable méditerranéen ou bâtiment durable Occitanie sur notre territoire, donc de préciser voilà, que l'entrepreneur devra utiliser un béton bas carbone, par exemple. Ça nous permet donc cette première reconnaissance. Attention, ce qui n'est pas autorisé, en effet, c'est de dire que les produits et matériaux mis en œuvre seront de préférence issus de filières locales ou régionales. Alors, une illustration également d'une analyse des offres au regard du critère carbone. Donc là, par exemple, c'est une offre pour un lot de grosses œuvres. C'est voilà, d'essayer de regarder dans le détail, est-ce que les éléments sur le type de béton ont été fournis dans les différents éléments d'offre de l'entreprise? Quelle est la charte sociale qui est fournie? Est-ce qu'il y a une justification qui a été apportée telle que demandée? Les précisions sur la gestion des déchets, etc. Les certifications demandées donc pour la provenance des bois, par exemple, ou en tout cas, voilà, l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir mettre en valeur pour l'analyse de notre critère technique environnemental, qu'on va tâcher donc de ressortir dans ce type d'analyse et qui vous permet, une fois de plus, d'encadrer ces éléments. Alors, l'encadrement de ces éléments, il va être d'autant plus important quand on est dans le cadre d'une certification ou quand on va être dans le cadre réglementaire où il y aura des contrôles. Alors, la nature des contrôles dans le futur cadre réglementaire, ça pour l'instant, on n'a vraiment pas de données dessus. Déjà, il y a un gros travail qui est en train de se faire sur les référentiels. Mais ce qu'on peut regarder, donc, c'est le cas de la certification où on a deux contrôles du certificateur. D'abord, un contrôle en phase conception, donc où on va justement lui fournir les éléments du dossier de consultation des entreprises pour qu'ils puissent vérifier que les plans émettrés sont bien ceux qui ont été rentrés dans le calcul. On lui fournit le récapitulatif d'études standardisées, donc le R7 pour l'étude thermique et le RS2E pour l'étude ACV. Et puis les références et versions des logiciels utilisés, ce qui nous permet de récupérer donc finalement le corps de notre étude, de le rentrer sous son logiciel et puis de vérifier après avec les plans émettrés qu'on a rentré les bons quantitatifs et qu'on n'a rien oublié. Le certificateur va également faire un contrôle sur chantier avant la réception, selon le type de certificateur, mais surtout on a plutôt regardé les éléments sur le volet tertiaire. Et après mise à jour des études selon les modifications du projet. Donc, à réception, on renvoie la mise à jour du calcul avec les R7 et RS2E qui sont actualisés. Donc, de l'importance ensuite de bien encadrer la phase chantier et la phase réception. Mais pour ces éléments, je redonne la main à Eduardo. Je suis là. Je termine de répondre à une question peut-être. Je terminerai tout à l'heure, c'est pas très grave. Je terminerai de répondre à la dernière question tout à l'heure, si tu veux. Alors donc, pour la suite.
Ça se passe ici. Voilà, alors donc, cette fois-ci, on en est à l'étape du chantier. On a donc retenu une entreprise, elle a répondu avec un certain nombre d'éléments, et donc on va passer à la concrétisation, au travail effectif sur le chantier. Donc là, la tâche à accomplir pour suivre du coup les performances en termes carbone, en plus bien sûr du suivi de toutes les autres performances énergétiques, environnementales, chantier propre, etc., étanchéité à l'air et autres, qui sont souvent dévolus à l'AMO énergie environnement ou à l'équipe de maîtrise d'œuvre sur ces compétences-là. Les tâches supplémentaires là vont concerner le suivi du coup de, de l'acceptation des différents produits qui vont être proposés pour la mise en œuvre par les entreprises. Donc là, il y a une différence majeure entre les approches qu'on pouvait avoir en tant que bureau d'études thermiques habituel, où on était habitué à valider l'isolant, les équipements techniques, les menuiseries éventuellement sur leur UW. Là, si on veut suivre les impacts carbone de l'ensemble des matériaux, il va falloir suivre l'ensemble des produits qui sont effectivement mis en œuvre, ce qui peut représenter un travail assez conséquent. Et s'il y a des variantes éventuelles qui sont proposées, des variantes sur la fourniture de matériaux qui peuvent être proposées par les entreprises, elles devront être jugées bien sûr sur les caractéristiques techniques d'adaptation à l'usage, etc., du matériau qui est proposé, mais elles pourront éventuellement être jugées également sur le poids carbone, si on est sur des éléments, des produits qui peuvent avoir un poids carbone important sur le résultat à la fin. N'oubliez pas qu'on est sur un engagement du coup qui vient d'études conception qui devra être validé à la fin par un résultat à l'étape de réception. Et donc l'idée, c'est de vraiment suivre ces performances-là tout au long du chantier. Donc sur la validation des produits, et puis au niveau du suivi du chantier, on va pouvoir essayer de récupérer l'ensemble des bons de livraison pour avoir les quantités réelles mises en œuvre sur le bâtiment et éventuellement compter aussi les consommations réelles en eau, en énergie du chantier, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le calcul du contributeur chantier de manière précise. Alors, dans la pratique, ça, sur le chantier, par exemple, suivre des bons de livraison. Alors, on fait ça dans des missions d'AMO là, qu'on peut avoir chez Isuba Energy. Donc, j'ai regardé là les dernières opérations suivies là, en chantier chez nous. J'ai ouvert le dossier suivi de chantier de mon collègue là, et donc j'ai trouvé des documents PDF avec des dizaines et des dizaines de pages comme celle-ci qui étaient scannées. Là, vous avez un bon de livraison voilà, d'une toupie de béton, voilà, 7,5 mètres cubes de béton. Et donc, il y a des pages comme ça, il y en a des dizaines. Donc ça, c'est seulement sur le béton. Donc on peut imaginer la quantité phénoménale de documentation que ça peut générer au niveau d'un projet. Et donc, ça nécessite ça vraiment la mise en place de tableaux de suivi qui d'ailleurs peuvent tout à fait être mutualisés. Là, clairement, il y a des travaux similaires qui sont faits par les OPC pour le suivi des différents avancements, des différents lots, etc., pour les étapes de facturation notamment. Là, clairement, il y a de la mutualisation d'informations et de documentation qui est à faire pour arriver à suivre ça. Et l'idée, ce serait que le spécialiste ACV vienne là en contrôle, éventuellement en travail un peu ponctuel et en récupération d'informations à la fin. Mais donc, il y a ce suivi qui peut être fait donc, sur les quantités et alors c'est un petit peu à l'envers par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais sur le suivi un peu des qualités, des produits qui sont mis en œuvre. Là, il y a un autre exemple, une autre illustration qui est par exemple, voilà, euh, l'entreprise là, a fourni à telle date les justifications, des documents qui viennent expliquer la nature, là, par exemple, du béton qui a été mis en œuvre. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un Tradifond, c'est du C25, XC2, etc., etc. Pour les fondations, pour les planchers et dalles, un autre type de béton, pour les voiles et ossature, un autre type de béton, voilà, Tradivoile, etc. Et donc, OK, réponse de l'AMO, OK, pas d'exigence précise là sur le niveau carbone dans ce cas-là.
on est sur une émission carbone classique à 240, et là, l'entreprise nous confirme une émission carbone, vous voyez, qui est de l'ordre de 194, 180 selon les cas. Donc, du coup, on est bien sur un gain environnemental. Voilà, vous voyez, le genre de suivi qui peut être fait éventuellement. Donc là, c'est le cas spécifique du béton. On pourrait décliner ça sur différents postes. Alors, je pense que la stratégie dans ce cas-là, c'est évidemment de ne pas chercher à suivre l'ensemble de tous les produits avec le poids carbone de tous les produits de manière exhaustive, mais d'avoir identifié dans l'étape précédente, là au pro, d'avoir identifié justement quels étaient les postes les plus importants, quels étaient les postes sur lesquels il y aurait le plus de sensibilité si jamais il y avait des dérives en termes de poids carbone des matériaux qui allaient être sélectionnés. Et du coup, sur cela, avoir une attention particulière au niveau de la fourniture des informations. Voilà, récolter au fur et à mesure les FDES. Alors, les entreprises commencent à savoir, en tout cas quand elles interrogent leurs fournisseurs, les fournisseurs connaissent le sujet et ils sont capables de fournir une FDES de manière assez rapide si elle existe. Et donc ça permet de faire ce suivi-là de manière complète. Voilà, ça suppose quand même un travail qui est long, qui peut être un petit peu fastidieux, mais voilà, qui permet d'avancer sereinement vers le résultat. Voilà pour cette partie chantier. Et donc on en arrive ensuite à la réception. Donc là, à la réception, on est vraiment à la fin là, hein. L'idée de l'étape réception, c'est que donc, en fonction de tous les éléments, donc les quantitatifs éventuellement apportés, une fois qu'on a aussi un DOE complet qui a été fourni par l'ensemble des entreprises, on va avoir des quantités, on aura les fiches produits, les FDES qu'on aura pu récolter en cours de route. Tout ça va permettre au bureau d'études de réaliser son calcul ACV final. C'est un calcul qui est important parce que c'est celui-là, hein, dans l'expérimentation E+, c'est moins, et dans le cadre des certifications, c'est pareil. Ça sera le cas, je pense, aussi en Euro 2020. C'est celui-là qui est vraiment sur lequel il y a l'exigence qui s'applique, hein, c'est-à-dire que c'est celui-là qui fait foi. Et donc, on fournit à ce stade-là une dernière version. Comme on fournissait une R7, un récapitulatif standardisé d'études thermiques en phase de réception, là, on aura de nouveau du coup une RS2E, récapitulatif standardisé énergie-environnement, à fournir à la réception, qui intégrera donc du coup toutes les évolutions qui ont pu avoir lieu en cours de route sur le projet, et y compris donc les éventuelles évolutions diverses et variées de ce poids carbone. Alors là, je vous ai mis aussi pour illustration un exemple là d'évolution de calcul. Alors ça montre avec des vrais chiffres un peu le schéma que je vous montrais tout à l'heure sur l'évolution des poids carbone. Alors là, c'est un cas un peu extrême parce le premier, donc vous avez c'est un contributeur EGES PCE exactement, hein, donc les produits de construction et équipement découpés par lot, ici avec les différents lots qui sont détaillés là, avec une étape ici conception qui est une étape très très en amont de la conception. C'était vraiment une première approche pas très fine justement, très grossière et notoirement incomplète, vu qu'on arrivait, vous voyez, à peine plus de 600 kg équivalent de CO2 par mètre carré. Alors qu'une fois qu'on a vraiment intégré de manière complète un bâtiment avec sa complétude plus poussée et les différents matériaux mis en œuvre ensuite en cours de chantier, vous voyez qu'on a des niveaux qui sont plutôt de l'ordre de 850-860. Et on voit aussi des évolutions, vous voyez, entre. Voilà, je passe sous silence celle-là qui était vraiment notoirement incomplète, mais je pense qu'elle était accompagnée d'une petite notice qui donnait un peu le niveau d'incertitude aussi. Une fois que je suis en phase travaux, vous voyez qu'il peut y avoir des évolutions. Vous voyez, mon lot superstructure ici, voilà, il passe de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc il y a un gain ici qui a dû être fait par la précision, par exemple, sur la nature des bétons qui a été mis en œuvre. On avait les ascenseurs, par exemple, vous voyez, qui étaient plutôt, là c'est le lot 13, l'ascenseur, voilà, c'était plutôt sous-estimé, et puis dans la réalité, ça s'est avéré beaucoup plus fort. Il y a d'autres lots également qui ont subi des évolutions diverses. Alors, en gros, il y a deux types d'évolutions, celles qu'on peut craindre et celles qu'on espère. Celle qu'on espère, c'est que le produit qui est vraiment mis en œuvre, en fait, il dispose d'une FDES, c'est-à-dire que l'entreprise a fait le bon choix. Elle a proposé un produit qui avait une fiche, éventuellement qui avait une fiche avec une bonne valeur aussi, c'est encore mieux. Si nous, dans l'étude conception, on avait pris une donnée par défaut pénalisante parce qu'on ne savait pas trop quelle serait la nature du matériau qui serait mis en œuvre,
bah là, du coup, on a un gain. C'est-à-dire que cette fois-ci, bah, on va diminuer l'impact carbone. Ce qui peut arriver, mais qui arrive de moins en moins souvent, c'est qu'à l'étape conception, on n'avait pas du tout modélisé l'objet, par exemple. Alors, j'ai un cas très concret là d'un projet où il y avait des gabions, là, vous voyez, cette espèce d'enrochements là, qui étaient disposés en protection au niveau des murs extérieurs au rez-de-chaussée. On avait des gabions, donc le gabion n'avait pas de fiche IGNES n'avait pas de fiche IGNES quand on a fait l'étude en conception, donc on l'avait laissé de côté, il était hors périmètre. Bah, là, manque de chance, en cours de route, la fiche est apparue, donc on a été obligé de, c'est une donnée par défaut d'ailleurs, elle est apparue, donc on a été obligé de la prendre en compte, et du coup, bah, on a repénalisé le calcul de plusieurs dizaines, quasiment une centaine de kilogrammes équivalent CO2. Donc du coup, il a fallu faire la balance du coup entre cet impact ajouté et puis les différents gains qu'on a pu obtenir avec les fiches réelles qui avaient été produites par les entreprises pour arriver à voir si on tenait toujours le résultat. Là aussi, c'est des choses qui peuvent éventuellement s'anticiper. C'est-à-dire que l'équipe de maîtrise d'œuvre peut voir ce genre d'éléments qui n'est pas modélisé en amont, le souligner et dire attention, là, il y a une incertitude majeure qui est pendante et qui risque de nous revenir à l'étape réception. Encore une fois, ce genre de situation, elle arrive de moins en moins aujourd'hui parce qu'on part aujourd'hui sur des conceptions avec une base IGNES qui est beaucoup plus complète et donc on a de moins en moins de surprises de ce type-là. Voilà, donc si tout va bien, à la fin, on arrive du coup à la performance qu'on avait espéré au départ, et donc on a le niveau souhaité. Voilà. Voilà, on en a fini du coup pour cette présentation. Alors, je voudrais rajouter quelque chose qu'on avait oublié et que Nathalie m'avait demandé de présenter. Ça concerne en fait les fiches de synthèse qu'on avait pu présenter justement dans la réalisation de notre prestation et qui lui semblait assez intéressante. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressort assez bien. Ça permet d'avoir une vision globale finalement de votre projet sur ces volets énergie carbone. Donc, juste pour illustrer voilà, la proposition qu'on avait faite dans le cadre de l'expérimentation E plus C-. Donc, c'est une fiche de synthèse qui nous permettait de voir donc, le niveau énergie, le niveau carbone, le découpage entre les différents contributeurs, puis entre les différents lots, notamment pour pouvoir identifier les éléments sur lesquels travailler. Une réflexion sur la complétude de l'étude ACV. On le voit ici, on n'a pas développé ce sujet-là, et d'autant plus parce que c'est aussi une réflexion dans le cadre de la RE 2020. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à bien récupérer l'ensemble des métriques, est-ce que les données environnementales existent, donc à quel niveau de complétude on a pu rentrer l'ensemble des éléments dans notre étude, soit par des informations suffisantes, soit par inexistant IGNES, hein, c'est les éléments qu'on voit là. Et quels sont les types de données environnementales qui ont été utilisées? Est-ce que c'est des FDES ou des PEP de nature individuelle, collective, l'utilisation d'un configurateur ou des données environnementales par défaut? On a également une présentation synthétique de l'opération qui est toujours bienvenue parce que malgré, enfin, je suppose que chez vous c'est pareil. En tout cas, chez nous, on gère souvent plusieurs choses, plusieurs projets et l'idée d'avoir cette fiche de synthèse à chaque fois, ça nous permet de re-rentrer dans le projet assez simplement sur quelques chiffres clés pour reparler de la surface de plancher, de la surface de référence sur la réglementation thermique, de la parcelle et puis des systèmes et équipements phares. L'intérêt aussi, dans la présentation qu'on avait pu faire, là par rapport finalement à cette diapositive, vous voyez un projet qui est carbone zéro. C'est un projet qu'on avait étudié sur un bâtiment déjà livré, dans lequel il n'était plus possible de faire une démarche d'optimisation des éléments, des produits de construction et équipement, voire de la performance énergétique. Donc, c'était déjà bien qu'on est en E3. Mais l'idée, c'était de pouvoir justement proposer des variantes aux maîtres d'ouvrage pour voir dans quelle mesure on arrivait à rentrer dans le niveau carbone 1. Et là, on avait réussi typiquement sur ce produit en changeant simplement des prédales et de la peinture sur béton avec des données environnementales spécifiques, d'obtenir un niveau C1 au niveau GES global et même C2 sur le GES PCE.
de l'importance, une fois de plus, du choix, bien sûr, de la donnée environnementale. Voilà. Vous voyez, finalement, ça tendait à déborder. On, a on est complètement rentré dans le timing cette fois. On peut peut-être prendre du coup des questions éventuellement, s'il y en a, ça peut être par chat, ou vous pouvez aussi. Levez la main. Il y en a une quinzaine, donc je ne sais pas si on peut peut-être faire un tour d'horizon de celles pour lesquelles il y a eu des réponses apportées directement. Oui, on peut faire un petit tour. Je peux commencer par celles auxquelles j'ai répondu au début. L'évolution du coefficient entre l'énergie primaire et l'énergie finale pour l'électricité, oui, effectivement, ça sera bien en route pour la RE 2020. Hein. On passe d'un coefficient de 2,58 à un coefficient de 2,3. Et il y a une modification majeure aussi sur le contenu CO2 de l'électricité, hein, qui est assez fortement diminué. Bon, je propose qu'on ne refasse pas le débat ici sur les raisons qui se cachent derrière toutes ces modifications, mais en tout cas, a priori, on part avec ces valeurs-là pour l'aéro 2020. Question intéressante aussi, est-ce que le recours à un AMO environnemental sera nécessaire pour permettre de s'assurer du coup de toutes ces contraintes? Bon, ce que j'ai répondu, c'est que ça va dépendre bien sûr de la complexité de l'opération, de la complexité du programme, et puis aussi bien sûr des compétences qui seront disponibles à la fois chez le maître d'ouvrage et puis celles qu'on peut espérer obtenir dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est sûr qu'il va y avoir une phase d'apprentissage au début, pendant laquelle les maîtres d'œuvre sachants et les maîtres d'ouvrage sachants seront relativement peu nombreux. Je pense que vous faites partie en étant attentif à ces sujets-là et en s'y intéressant dès maintenant, vous ferez partie de ceux qui seront les mieux armés, on va dire, mais ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Et c'est sûr qu'une compétence spécifique, soit dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et s'en assurer, soit du coup l'apprendre en AMO pour s'assurer que ça fonctionne bien, ce sera sûrement plutôt une bonne chose pour démarrer, je pense. Nous avons une question en direct, mon cher Eduardo, une question de Rémi Guillotot. Bonjour Rémi. Peut-on utiliser l'expérimentation E plus C- sur des projets de rénovation en adaptant l'outil? Tu veux répondre? Alors, donc l'outil n'est pas fait pour ça, hein. Clairement, toute la base de données, toute la méthodologie est calée sur des bâtiments neufs, sur l'usage en bâtiment neuf. Cela dit, donc, il y a des expérimentations en cours pour décliner cette méthodologie pour la rénovation. On peut tout à fait utiliser l'outil ACV, alors que ce soit avec celui qu'on utilise là ou avec d'autres outils d'ACV qui existent également. On peut tout à fait les utiliser en rénovation, hein, c'est même très intéressant. On peut comme ça comparer une rénovation lourde, par exemple, à une démolition reconstruction. Ça a tout à fait son sens et l'outil ACV apporte des réponses dans ce cas-là. Voilà, il faudra juste accepter que parfois on puisse être coincé un petit peu par l'outil ou par la méthodologie ou par le manque un peu de données environnementales pour certains éléments. Mais on peut. Voilà, c'est une approche qui est tout à fait possible. Mais on est bien d'accord qu'on sera hors du champ d'application réel, réglementaire de la méthodologie telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est bien l'outil ACV qui est en effet utilisable et notamment pour permettre de valoriser le choix entre démolition, reconstruction ou rénovation, puisque comme on va comptabiliser finalement l'ensemble des éléments prévus dans notre projet, si on est simplement sur une rénovation, on a beaucoup moins d'éléments à comptabiliser. Et une fois de plus, moins on en met, moins on les met. Voilà. Alors, si je continue dans les questions qui avaient été posées, est-ce que certains équipements techniques sont écartés de l'ACV, comme les équipements de sécurité incendie? Quand on regarde bien le périmètre en fait, des éléments qu'on doit modéliser, à la fois des éléments de construction et des équipements, est quand même assez large. Hein, on vous enverra le lien, là, tout ça c'est détaillé dans le référentiel. Les équipements de sécurité incendie, a priori, ils y sont, un certain nombre en tout cas. Il y en a quelques-uns qui sont écartés, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont comptées.
Après, on arrive à des questions. Alors, peut-être Laetitia, c'est toi qui avais répondu à celle-là. Je ne sais pas si tu veux reprendre la main éventuellement. Ouais, attends, parce que du coup, comme je répondais aussi par écrit. Ah, ok. Bon, sinon, je peux Alors, continuer. dis-moi, oui, le plus difficile pour le 4 est d'arriver à consommer ce qui est produit en phase avec le fonctionnement du bâtiment. Donc, cette question, je la comprenais comme eh bien, la question pratique de mise en place de l'autoconsommation du photovoltaïque dans le cadre d'un projet, avec en effet le juste dimensionnement de cette autoconsommation pour faire la différence entre ce qui est autoconsommé et ce qui est réinjecté. Alors, en l'état, il y avait quand même un certain niveau qui était prévu là sur le logiciel. C'est ce qui permettait de valoriser de manière plus pertinente l'autoconsommation, mais a priori, ça devrait être écarté dans la RE 2020 Euh, où on pouvait encore valoriser pardon, la réinjection. Et là, ce sera plus que l'autoconsommation qui va être prise en compte. Ouais. plus on peut autoconsommer, plus on valorisera finalement la production photovoltaïque qu'on a installée dans le mode de calcul RE 2020. Donc, c'est facilement valorisable en fait pour l'atteinte du niveau E4. Par contre, en termes pratiques, ça ne changera rien, quoi. C'est aussi le phénomène d'apprentissage et la mise en place de ces systèmes qui va nous permettre de mieux les appréhender dans le temps. Alors, pourquoi rajouter du photovoltaïque là, pour répondre à votre question là, en direct là, alors que moins on en met et mieux c'est. Pourquoi rajouter du photovoltaïque? C'est que quand même, à la base, le photovoltaïque, même s'il a un impact énergétique, carbone, enfin environnemental en général pour sa fabrication, euh, il va permettre d'éviter une consommation énergétique en produisant cette électricité localement. Et donc, l'évitement, si vous voulez, d'une production électrique qui ferait appel sinon bah, au mix énergétique, enfin, au mix électrique français habituel, quoi, hein, 80% de nucléaire et 20% de renouvelables, en gros, enfin, quelque chose près, selon la période. Bah, le fait d'éviter cette consommation, ça va quand même avoir un intérêt du point de vue du point de vue de l'environnement. Alors c'est vrai qu'au niveau du carbone, du coup, c'est un peu limite, comme on a une production électrique qui est assez peu carbonée en France. Mais si on et l'autre biais qu'il y a pour l'instant dans le calcul, c'est que les données environnementales pour le photovoltaïque sont peu disponibles et du coup on utilise des données qui sont pénalisantes. Du coup, on n'arrive pas à trouver un bénéfice, alors que dans la réalité, il y a un bénéfice quand même. C'est-à-dire que mettre du photovoltaïque, a priori, c'est bon pour l'environnement, ça permet d'économiser du carbone et de l'énergie et des déchets nucléaires et tout ce que vous voulez. Donc, on devrait le trouver un peu mieux on devrait le trouver un peu mieux dans le calcul et ça sera le cas. Donc, pour du photovoltaïque, c'est quand même mieux d'en mettre, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre, c'est toujours intéressant. Je rajouterais à l'écrit que la filière s'organise également pour optimiser finalement son impact carbone. Donc, elle s'organise pour émettre des données environnementales qui vont nous permettre de mieux les évaluer, donc d'avoir une bonne prise en compte de leur impact réel, qui va nous permettre notamment de valoriser l'intérêt qu'ils représentent avec l'évitement de la production électrique supplémentaire. Mais aussi, ça leur permet de réfléchir sur d'autres systèmes. C'est aussi une des vocations de l'élaboration de ces fiches de données environnementales, c'est de permettre à l'industriel, au fabricant, de réfléchir à son process pour minimiser son impact environnemental. Et non, le photovoltaïque n'a pas un très mauvais bilan carbone. Ça, je suis pas d'accord avec cette affirmation. En fait, cette question, enfin, en tout cas, j'y réponds par la négative. Il y a eu un appel à projet, là, un appel à projet très récemment encore là, lancé par la Basignès, enfin, par l'association HQE là, qui est propriétaire de la Basignès, pour justement produire de nouvelles données environnementales pour les filières qui n'en disposaient pas encore, avec des financements derrière, qui étaient des financements ADEME notamment. Et donc plusieurs filières qui n'étaient pas encore représentées, notamment des petites filières biosourcées ou autres, ont répondu. Et j'étais content de voir dans les réponses à cet appel à projet le CER, un syndicat des énergies renouvelables, et NRPlan, qui ont répondu justement pour pouvoir produire une donnée environnementale collective pour du photovoltaïque. Donc ça va permettre normalement de valoriser au mieux ces équipements-là dans la, dans la, dans la future réglementation. Et alors, est-ce qu'on va sous-dimensionner les énergies renouvelables LEC? Si on se
c'est l'erreur classique, je dirais. C'est-à-dire que si on a les yeux sur l'outil réglementaire pour faire un dimensionnement, ben, généralement on se trompe en fait, parce que l'outil réglementaire n'est pas un outil de conception, c'est un outil de vérification réglementaire. Et donc, si on cherche à concevoir un bâtiment, à concevoir une installation photovoltaïque, à mon avis, il ne faut pas avoir les yeux sur le niveau réglementaire, même si forcément on doit garder un œil dessus parce qu'on aura peut-être une question de, euh, de respect de la réglementation simplement, ou de respect d'un seuil qu'on s'est fixé, ou d'une exigence qu'on s'est fixée en termes de certification, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir comme seul visière le calcul réglementaire. Sinon, on risquerait effectivement de sous-dimensionner. À mon sens, mettre du photovoltaïque sur la moitié d'un toit pour être sûr de tout autoconsommer, alors que économiquement, une installation photovoltaïque, elle se tient quasiment toute seule et même elle va être un bonus pour l'exploitation derrière. Enfin, à mon avis, un toit, on le couvre complètement en photovoltaïque si on a la possibilité de le faire. Donc, ça serait effectivement une erreur et c'est un peu le risque effectivement de cette non prise en compte de l'export dans la future réglementation. Voilà, bon, là, c'est un avis qui est plus personnel, mais en tout cas, c'est le mien. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là, si vous en êtes d'accord.